La France est assise sur un trésor de 100 milliards d'euros, mais elle ne le sait pas. Ce trésor dort dans nos laboratoires, dans les tiroirs de nos chercheurs, dans les brevets qui prennent la poussière. C'est notre pétrole à nous, notre or noir technologique. Sauf qu'on ne l'exploite pas, on le laisse s'évaporer. Pendant ce temps, les Américains, eux, rachètent nos cerveaux. Les Chinois copient nos innovations. Et nous, on regarde passer le train. La deep tech, c'est ça. Transformer la science en business, le savoir en pouvoir, les équations en emploi. La France, paradoxe vivant. Numéro 1 en Europe pour la recherche publique, 70 000 chercheurs, 300 laboratoires d'excellence, des prix Nobel, des médailles Fields, des brevets par milliers. Mais combien de ces innovations arrivent sur le marché? Combien de ces découvertes deviennent des entreprises? Combien de ces chercheurs deviennent entrepreneurs? Trop peu. Beaucoup trop peu. Parce que la deep tech, c'est l'innovation de rupture. Celle qui ne fait pas 10% mieux, mais 10 fois mieux. Celle qui ne copie pas, mais qui invente. Celle qui ne suit pas le marché, mais qui le crée. BPI France le dit, la deep tech, c'est l'innovation qui, d'une part, repose sur une avancée scientifique majeure, nécessite des années de R&D, demande des investissements massifs, présente des risques technologiques élevés, mais promet des retombées exponentielles. Dans les Hauts-de-France, on a tout pour réussir. L'Université de Lille, 70 000 étudiants, 66 labos de recherche. L'IMT Nord-Europe, spécialiste des matériaux et de l'énergie. L'Institut Pasteur, référence mondiale en biologie santé. Le CEA Tech, expert en microélectronique. Et pourtant, sur 100 thèses soutenues, combien deviennent des startups? Sur 1000 brevets déposés, combien génèrent des emplois? Sur tous ces chercheurs brillants, combien osent entreprendre? Mais ça change. Doucement, mais sûrement. La SatNor accompagne désormais 50 projets par an. Les incubateurs Deep Tech se multiplient. Les fonds d'investissement s'intéressent enfin à la science. Un exemple parfait, Crystal Energy, une start-up née dans un labo qui développe un verre capable de produire de l'électricité. Rendement multiplié par 2, coût divisé par 3, la recherche fondamentale qui devient solution concrète. Aujourd'hui, on plonge dans ce monde fascinant avec Audrey Giros de la SatNor, celle qui transforme les brevets en business qui fait le pont entre labo et marché. Et avec Frédéric Sauvage, fondateur de Crystal Energy, un chercheur devenu entrepreneur qui a vécu la transition de la paillasse au pitch deck, du paper scientifique au business plan. Alors on va comprendre comment identifier une innovation deep tech viable, pourquoi c'est si dur de passer du labo au marché, quels sont les pièges à éviter, comment financer 10 ans de R&D et pourquoi la France peut devenir un leader mondial. Bienvenue dans le monde passionnant de la deep tech. Bonjour Audrey Giraud. Bonjour Mathieu. Audrey, vous êtes responsable de Business Unit à la SatNor. SAT, S-A-T, pour Société d'accélération du transfert de technologie. Votre mission consiste à faire converger les milieux de la recherche et de l'économie, autrement dit, de transformer la recherche publique en innovation économique. Alors pour commencer, pour occuper votre position, il faut être à la fois bilingue en jargon scientifique et économique? Alors oui, tout à fait, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir à la fois comprendre en fait la technologie, le vocabulaire du chercheur, et c'est aussi pour ça que nous, on a des équipes qui sont complètement pluridisciplinaires pour pouvoir toucher l'ensemble des sciences qui sont abordées par nos actionnaires. Et puis en même temps, il faut pouvoir discuter avec des entreprises, pouvoir négocier avec elles, etc. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on a différentes expertises au sein de la SAT, des ingénieurs en propriété intellectuelle, des juristes, des business développeurs et des analystes marketing et des chefs de projet qui sont dédiés à des secteurs thématiques scientifiques. On peut parler de deep tech en ce qui concerne votre activité. C'est quoi votre définition de ce terme qui est souvent utilisé à tort et à travers? Oui, c'est vrai. Alors, nous, de notre côté, au niveau SAT, on va considérer que la deep tech adresse uniquement la dynamique d'innovation de rupture. Par contre, il est vrai que cette innovation de rupture va se trouver très fréquemment être issue de laboratoires publics et qu'en parallèle, on va avoir finalement beaucoup de startups qui vont acquérir en fait ces technologies-là. Donc c'est pour ça que à la base, le terme deep tech pour nous est un terme qui désigne l'innovation de rupture, mais aujourd'hui, on va beaucoup le trouver comme étant une définition du type une startup qui est allée chercher une technologie qui vient d'un laboratoire.
Revenons au point de départ. C'est quoi exactement une SAT? De qui dépendez-vous, si tel est le cas? Alors, vous l'avez bien dit, une SAT, c'est une société d'accélération de transfert de technologie. On en a 13 en France. On a été créé il y a un peu plus d'une dizaine d'années, 2012 pour la SAT Nord, et on a été créé sur une impulsion de l'État. Donc, c'est-à-dire que l'État a souhaité confier à une seule entité, qui va être une entité régionale, donc avec des compétences qui vont être mutualisées, l'analyse autour du transfert de technologie et donc du potentiel de valorisation des résultats qui sont issus de la recherche publique des Hauts-de-France et de Champagne-Ardenne. Et parlons maintenant du cœur de la machine. Alors concrètement, comment vous faites le pont entre un chercheur et le marché? Ouais. Alors l'image du pont, elle est vraiment très bonne parce qu'on fait vraiment, on est ce lien, on est une des cordes du pont, grosso modo. Et en fait, pour réaliser ce pont, il y a grosso modo 2 piliers. Il va y avoir un pilier humain qui est cette expertise dont je vous ai parlé. Alors cette expertise, elle se génère pas toute seule dans son coin. Elle travaille avec le chercheur et aussi les directions de la valorisation des universités. Et donc qui travaille à la fois sur la partie sélection, pouvoir identifier le potentiel de valorisation de résultats qu'on nous présente, sur la partie de la protection propriété intellectuelle, voilà, déposer le bon actif ou garder secret une technologie. On travaille aussi sur la partie d'investissement. Je vais en reparler un petit peu après. Et puis, on travaille aussi sur la zone de négociation, puisque finalement, travailler dans une SAT, c'est rendre utilisables les résultats de la recherche. Et donc ça, c'est le premier pilier. Et après, on a un deuxième pilier qui est un pilier financier, qui est la question de l'investissement. Et finalement, nous, on a un dispositif qui est unique en Europe, qui est le fonds de maturation SAT. Et c'est de l'argent qui nous a été confié par l'État pour pouvoir investir sur des résultats qu'on estime être à potentiel pour le monde socio-économique et qui viennent de nos actionnaires. Vous avez parlé de sélection. Comment vous identifiez ceux qui ont un potentiel économique? Est-ce que vous allez les chercher ou est-ce que c'est forcément bottom-up, j'ai envie de dire? Alors, en réalité, maintenant, après 10 ans de SAT, on a finalement les 2 ascenseurs qui existent. On va avoir des chercheurs qui ont entendu parler de la SAT via du bouche à oreille, mais via aussi notre mission de formation, parce qu'en fait, on a une mission de formation et de sensibilisation justement à ce qu'est la création d'entreprises, la protection intellectuelle, etc. Et donc, du coup, ils entendent parler de nous via du bouche à oreille et ils nous contactent. Et puis, on a l'inverse, puisqu'on réalise aussi des grandes campagnes de détection, de sensibilisation. Et là-dessus, ça nous permet d'être identifiés. Donc ça, c'est vraiment la zone détection. Après, pour répondre à la zone vraiment sélection, on va avoir plusieurs niveaux de sélection. Donc on va avoir un niveau de sélection qui va être très, très orienté propriété intellectuelle. Finalement, c'est la grosse maille de cette zone de sélection. Au cours de cette étape-là, on va aller vérifier si le chercheur va avoir communiqué autour de son invention, soit pendant des congrès, soit dans des publications, puisque finalement, c'est le rôle principal du chercheur. Et puis, on va aller vérifier si dans l'état de l'art, donc au niveau de la partie entreprise, brevet, etc., est-ce qu'il y a des documents qui laissent à penser qu'on pourrait réaliser l'invention qui nous est proposée aujourd'hui, en fait. Et si vous êtes dans cette étape-là, malheureusement, on va pas pouvoir vendre les résultats à une entreprise parce qu'elle va nous répondre tout simplement quand on va lui présenter, écoutez, si je vais dans la littérature, mon voisin va pouvoir se servir aussi, donc vous m'apportez aucun avantage compétitif. Donc ça, vraiment, c'est le premier niveau d'analyse. Après, le deuxième niveau d'analyse, c'est la partie marché. C'est chercher à identifier, est-ce qu'il y a un besoin aujourd'hui ou est-ce qu'il y en aura un demain? Et la difficulté de l'exercice, c'est de se projeter sur les résultats qu'on a aujourd'hui et ce qui deviendront demain si on investit au niveau de la SAT Nord. Donc, quel type de caractéristiques on aura. Donc ça, c'est le travail du business développeur, d'aller mener les interviews, d'aller après travailler aux questions les acteurs de la chaîne de valeur pour aller justement leur demander, bon, ok, là, visiblement, il n'y a pas de besoin. Est-ce que demain, ça pourrait faire partie de votre roadmap, en fait? Et donc après, on a encore un troisième niveau de sélection qui est un criblage. On a une trentaine de critères qui nous permettent justement d'identifier le risque autour d'un projet à venir. Alors, on a hâte d'entendre des exemples concrets, mais avant ça, parlons du processus après la sélection, entre la validation du projet et l'exploitation. Combien de temps il peut se passer? Quelles sont les étapes? Alors évidemment, c'est très très variable d'un projet à l'autre. On arrive à sortir des moyennes de l'ordre de 2 à 4 ans. Donc vraiment, entre le moment où on nous dit go pour investissement et le moment où on va signer le contrat, c'est à peu près les délais qu'on peut trouver. Et alors dans cette période de temps, il va y avoir 2 grandes phases.
une phase qui va être assez technologique, où finalement la SATNOR, je ne l'ai pas précisé peut-être tout à l'heure, la SATNOR, en fait, elle prend un risque financier et un risque techno. Et on va mettre à disposition du chercheur un ingénieur développement au sein du laboratoire. Et cet ingénieur va travailler à passer des jalons technologiques qui ont été définis en fait par le passé et qu'on avait présenté à notre comité d'investissement. Donc ça, c'est une première bulle en fait qui va se passer au sein de cette étape des 2 à 4 ans. Et on a une deuxième bulle qui est une bulle très business. Et là, le business développeur va aller mener des enquêtes pour aller chercher des prospects, des gens qui vont finalement s'intéresser à la technologie, marquer leur intérêt autour de cette technologie et avec qui finalement il va aller mener des négociations pour vendre en fait ses résultats. Donc grosso modo, c'est les 2 grandes phases qu'on peut rencontrer. Elles peuvent être séquentielles comme elles peuvent être menées en parallèle, quoi. Vous avez parlé de risques financiers. Est-ce qu'on peut parler de montants que la SAT investit et les critères sur lesquels... Ouais. En fait, les critères vont être essentiellement des critères de risque. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des critères qui vont être déclinés selon des aspects de propriété intellectuelle, des aspects très juridiques qui vont être liés aux droits de tiers, etc. Des aspects business vraiment liés au potentiel de la techno, au potentiel marché, l'existence du besoin, etc. Et puis, on va avoir des aspects très technologiques, justement. Est-ce qu'on est vraiment susceptible de passer ces jalons ou pas? Donc, finalement, c'est ça nos grands critères d'investissement. Et puis après, derrière, en fonction de ces critères-là, et puis en fonction des besoins pour développer la preuve de concept, pour pouvoir convaincre un industriel, on va aller sur des tickets de l'ordre de 70 000 € quand on veut faire un investissement flash. Et puis après, derrière, par exemple, dans le domaine de la santé, on peut monter à 400 000 €, par exemple. On va revenir sur un plan un peu plus philosophique. Donc vous, votre travail, c'est un peu d'emmener des chercheurs dans une sphère qui est méconnue pour eux, celle de l'entreprise. Comment vous accompagnez ces chercheurs? Comment vous aidez à cette transformation? Alors, c'est vrai que le métier du chercheur, à la base, n'est pas celui, en fait, de l'entreprise. Ça, c'est clair et net. Il y a une différence de culture et c'est pas spécifiquement ce qui leur est demandé. Les 3 grandes missions de l'université, ça va être l'enseignement, la recherche et la valorisation. Un chercheur qui va se manifester, par contre, autour d'une vraie volonté d'avoir un impact socio-économique, va être accompagné par un écosystème qui est quand même très, très riche dans les Hauts-de-France. Vous allez avoir des incubateurs, il y a des startup studios, vous avez des accompagnements qui peuvent avoir lieu par BPI France, par exemple, qui sont des accompagnements humains, mais aussi des accompagnements financiers. Après, quand on travaille avec la SATNOR, on a différents niveaux, finalement, d'accompagnement en fonction des velléités du chercheur. Donc, si vous avez un chercheur, par exemple, qui va se positionner sur l'entrepreneuriat, nous, de notre côté, on a une personne qui est un startup manager qui va intégrer l'équipe projet dont je vous ai parlé tout à l'heure, autour des compétences propriété intellectuelle, juridique, marché et chef de projet. Et cette personne, elle va accompagner le chercheur autour de sa réflexion sur son positionnement dans l'entreprise. Est-ce qu'il veut devenir CEO, ce qui est quand même relativement rare? Est-ce qu'il il va se positionner en tant que CTO, ce que l'on rencontre un petit peu plus dans les exemples en fait de startups qui sont créées. Voilà, c'est ce genre de réflexion-là auquel on va l'amener. Et nous, de notre côté, on va pas travailler seul. On va se mettre en connexion justement avec les incubateurs pour créer un continuum en fait derrière. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu du versant ombragé, à savoir les projets qui n'aboutissent pas. Parce que je suppose qu'il y en a dans le lot. Quelles peuvent être les raisons de ces abandons ou de ces échecs? Alors, nous, de notre côté, on parle pas d'abandon, on va pas parler d'échec non plus. En fait, les termes qu'on utilise, ça va être des désengagements ou des investissements. Et alors, en effet, ça arrive, c'est vrai. Sur la propriété intellectuelle, on peut se retrouver avec un brevet qui va antérioriser notre propre dépôt. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de retirer en fait nos dépôts, ou alors on n'est pas capable de défendre en fait la demande qu'on avait faite. On peut avoir des aspects qui vont être très marchés. Un concurrent qui va sortir finalement un produit avec des caractéristiques très très proches de ce qu'on voulait développer, des problèmes de réglementation, une réglementation qu'on sentait arriver, qui allait nous dire que finalement dans la pâture, il faut moins de X% de solvant, et puis finalement le X% est beaucoup plus élevé que ce qui était prévu, et donc du coup tout le projet peut tomber à l'eau en fait à cause de ça.
Grosso modo, c'est un petit peu les grands critères qu'on peut avoir en fait pour ces désengagements. Et alors après, ce qui se passe et ce qui est intéressant pour un chercheur ou même finalement pour une entreprise qui va nous rencontrer, c'est qu'en fait, au chercheur, on va lui livrer toutes nos analyses. Et l'entreprise, si elle se positionne aux côtés de la SAT assez rapidement, elle va vivre en fait aussi les analyses qu'on mène. Et donc finalement, un chercheur qui a travaillé avec la SAT, il part avec des éléments pour aller redéposer derrière des projets qui peuvent être des projets de recherche, mais qui donneront demain peut-être de nouveaux résultats qui pourraient être valorisables. Et justement, comment est-ce qu'on évalue une technologie qui n'est pas encore sur le marché? Comment est-ce qu'on les repère, qu'on les renifle? Oui, oui. Alors, quand on parle en fait d'une technologie qui est pas encore sur le marché, il y a 2 types de technologies. Vous allez avoir les technologies qui vont être incrémentales, auquel cas le marché est déjà existant, puis finalement vous allez ajouter un plus en termes de performance. Auquel cas là, c'est vraiment de l'analyse de la chaîne de valeur et compréhension des performances des produits déjà existants pour pouvoir développer un argumentaire commercial vis-à-vis des entreprises. Quand on est sur des technologies sur lesquelles il n'y a pas de marché, là, on peut considérer qu'on est sur une innovation de rupture. Clairement, ce sont les projets les plus difficiles. Donc, une innovation de rupture, vraiment, on va l'accompagner d'une manière un petit peu différente. On va travailler sur des analogies de marché. Donc, on va aller chercher des marchés qui nous paraissent être proches en termes sur la caractéristique technique des produits qui sont sur ces marchés. On va chercher à comprendre la chaîne de valeur, qui sont tous les acteurs et quel acteur je pourrais aller interroger pour essayer de lui demander si un jour cette techno, ça va l'intéresser. Et nous n'avons que cette stratégie-là. Donc, c'est tout l'art du business developer d'aller mener les interviews, d'aller trouver les bons acteurs et les personnes qui sont d'accord au sein des entreprises pour aller nous communiquer ces informations-là. On parlait de technologie. La SAT s'occupe aussi de la partie brevet. Comment vous gérez cet aspect qui peut coûter cher Oui, alors de manière plus large, on s'occupe de la stratégie de propriété intellectuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le brevet, c'est bien, mais il n'y a pas que le brevet dans la vie. Il y a une deuxième stratégie qui s'appelle la stratégie du secret et qui est pratiquée dans certains secteurs marchés. Alors après, pour répondre vraiment à la question du brevet, alors un brevet, c'est cher. Au dépôt, ça coûte à peu près 5 000 €. Je conseille à l'ensemble des entrepreneurs et toutes les personnes qui vont déposer un brevet de faire avant une analyse de l'art antérieur. Donc, une analyse de l'existant. Ça coûte à peu près 3 000 €. Donc, au final, vous avez un ticket de 8 000 € sur la première année au moment où vous faites le dépôt. Là où ça va vous coûter vraiment cher, c'est quand on va passer 18 mois plus tard aux phases. Et après, aux phases PCT. Et après, avec les phases d'extension, avec le choix des différentes phases nationales. Et là, ça arrive 30 mois après. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la SAT, on considère que la technologie, plutôt les résultats qui nous sont présentés, étant présentés par nos actionnaires, nous estimons que ça fait partie de notre prise de risque, en fait, de prendre en charge les premiers frais de dépôt et quelquefois d'extension des brevets. Donc cette partie-là est prise en charge par la SAT. Elle est prise en charge par la SAT à condition que la SAT soit bien en mesure de réaliser la stratégie de propriété intellectuelle. Donc c'est nous qui décidons si on dépose un brevet ou pas. Et en parallèle, est-ce que on démultiplie les actifs, puisqu'on a la possibilité, par exemple, de faire un brevet avec un dépôt logiciel et en parallèle rajouter un savoir-faire. Parlons maintenant du champ économique et de peut-être de votre territoire de chasse, entre gros guillemets. Est-ce qu'on peut entendre parfois que les grands groupes peuvent être plus frileux pour accueillir de la technologie de rupture? Quelle est votre expérience là-dessus? Alors, je dirais que c'est une information discutable. C'est très, très hétérogène finalement, d'un groupe à l'autre et d'un secteur à l'autre. On sait quand même d'expérience que les grands groupes dans le domaine de la santé, les big pharma, s'appuient quand même très largement sur la recherche académique pour pouvoir développer de nouveaux traitements, par exemple. Donc ça, c'est un usage. Après, ça dépend aussi tout simplement de la politique de l'entreprise et de leurs ambitions à aller chercher finalement des résultats qui ne viennent pas de leur propre service recherche et développement, en fait. Et c'est très, très hétérogène. Et après, nous, on le voit aussi, on a une plateforme qui est une plateforme
partagé au niveau de l'ensemble des SAT de France et donc qui compile une présentation de toutes les technologies qu'on a à disposition et sur lesquelles les entreprises s'inscrivent et peuvent en fait s'abonner en fait pour voir tous ces technos. Et on voit des grands groupes en fait. Un showroom de technologie. Tout à fait, qui s'appelle Tech 365. Vous travaillez, je l'ai dit, pour la SAT Nord. Donc parlons de la région. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires dans les Hauts-de-France sur lesquels vous travaillez ? Oui. On est à la fois régional et national. Donc, sur le cran national, on va s'aligner sur les stratégies nationales d'accélération. Donc, par exemple, on va avoir l'hydrogène, décarbonation de l'industrie, etc. Et après, sur le niveau régional, on va se caler sur le schéma régional de recherche et d'innovation des Hauts-de-France. Donc là, vous avez 8 dominantes. Dedans, vous allez avoir la bioéconomie, tout ce qui est robotique, etc. Et on va chercher à inclure au maximum les technologies qui arrivent sur des applicatifs de ces thématiques-là. On en arrive enfin à la partie concrète. Est-ce que vous pouvez nous présenter 3 exemples, par exemple, de transferts technologiques avec plaisir. Réussis ? Oui. Donc, on va avoir, par exemple, une technologie qu'on a dans le domaine de la santé, qui est issue d'un projet que nous, en interne, on appelle 2 Indigo, qui est un projet lillois qui a été mené en collaboration avec le CHU de Lille, l'Université et l'INSERM, et puis qui a été transféré à la société qui est une start-up, qui est Emerion, et qui a permis de développer un nouveau traitement photodynamique pour le glioblastome, donc qui est un des cancers du cerveau le plus agressif en fait. Donc, deuxième exemple, on a la société Crystal Energy, à qui on a associé le projet Transition l'année dernière. Donc c'est une technologie qui est issue de l'Université Picardie-Jules Verne et du CNRS et qui consiste à développer des verres qui vont être des verres photovoltaïques, mais qui vont être incolores et transparents. Donc là, on vise le domaine du bâtiment et c'est une innovation qui n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Et puis le dernier exemple, société Bionaméris, à qui on a licencié une technologie qui nous venait de Vimereux et qui consiste en fait à développer des nouveaux ingrédients pour le domaine de l'aquaculture, donc pour aller nourrir les saumons d'élevage par exemple. Pour terminer, Audrey, si vous deviez vous adresser aux chercheurs et entrepreneurs qui se croisent sans peut-être toujours se rencontrer, quels conseils pourriez-vous leur donner ? Alors, le conseil à leur donner, c'est qu'il existe en Hauts-de-France un écosystème qui est particulièrement riche pour l'accompagnement de ce type d'acteurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va avoir des incubateurs, on a BPI France, on a HDFiD, et tous ces acteurs dialoguent entre eux. Ils peuvent même nous contacter. Nous, on les contacte aussi sur nos projets pour réaliser ce continuum d'accompagnement. Cet écosystème, il est présent, il est riche, c'est une chance en Hauts-de-France. En parallèle de ça, il y a aussi quelque chose de très très important qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a un potentiel au niveau du transfert de technologie qui est très très important sur toute la recherche qui est générée par nos universités, qui sont, je le rappelle, les actionnaires de la SAT. Le message est passé. Merci beaucoup, Audrey Giraud. Merci, Mathieu. Alors faisons une petite pause. Ce qu'Audrey Giraud vient de nous expliquer est crucial. La SAT, c'est le chaînon manquant entre le Nobel et la start-up, entre la publication scientifique et le produit commercial, entre le chercheur et l'entrepreneur. Audrey nous l'a bien détaillé, il y a 5 étapes clés. Étape 1, la détection. Identifier dans les labos les innovations à potentiel. Pas facile quand on a 66 laboratoires rien qu'à Lille. La SAT emploie des scouts technologiques. Leur job, traquer la prochaine pépite. Étape 2, l'évaluation. Le potentiel marché, la faisabilité technique, la liberté d'exploitation. 3 critères pour un go ou no-go. Sur 100 projets évalués, 10 passent cette étape. Étape 3, la maturation. C'est là que la SAT investit, entre 50 000 et 500 000 euros, pour passer du TRL 3 au TRL 6, du concept prouvé au prototype fonctionnel. Étape 4, la valorisation. 2 options, licence à un industriel ou création de start-up. Étape 5, l'accompagnement. La SAT reste au capital, apporte son réseau, son expertise, jusqu'à ce que la Deep Tech vole de ses propres ailes. Depuis sa création en 2012, la SAT Nord, c'est 500 projets analysés, 80 millions d'euros investis, 40 startups créées, 200 brevets déposés, pas mal pour une structure de 30 personnes. Alors reprenons les définitions. France Deep Tech nous dit « technologie issue de la recherche fondamentale ». BPI France précise « innovation de rupture, pas d'amélioration incrémentale ». L'IMT ajoute « nécessite une convergence de disciplines scientifiques ». Alors en clair, c'est long, 7 à 15 ans de développement, c'est cher, 10 à 100 millions d'euros d'investissement, c'est risqué, un taux d'échec de 90%, mais
C'est transformateur, avec des marchés de plusieurs milliards. Maintenant, passons de la théorie à la pratique. Frédéric Sauvage a vécu cette transformation. Chercheur en chimie des matériaux, avec 15 ans de recherche fondamentale, un jour il réalise « Mes cristaux peuvent révolutionner le solaire. Rendement doublé, coût réduit, l'énergie propre, enfin compétitive. » Mais comment passer du labo au marché? Comment convaincre des investisseurs? Comment industrialiser une innovation de rupture? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Bonjour Frédéric Sauvage. Bonjour Mathieu. Alors, si on est un béotien en sciences comme moi et qu'on googleise votre nom, on l'associe en effet à une invention révolutionnaire. Votre homonyme du 19e siècle a inventé l'hélice marine. 200 ans plus tard, vous, le Frédéric Sauvage du 21e siècle, vous avez fondé Crystal Energy, qui développe un verre capable de produire de l'énergie. Est-ce que d'abord, vous saviez que vous aviez un patronyme qui vous destinait à inventer quelque chose? Alors, j'irai pas jusque-là, mais Frédéric Sauvage a sa statue à Boulogne-sur-Mer, à sa place, je crois, à Honfleur. Donc oui, j'ai déjà vu son nom sur des plaques, en effet. Sans avoir besoin de Google. Alors, votre innovation à vous, elle repose sur des matériaux qui transforment l'énergie solaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très simplement? Oui, donc en fait, au laboratoire, ce qu'on développe, c'est en effet les matériaux de demain. Et les matériaux qui ont cette capacité à convertir l'énergie solaire en quelque chose, et en particulier en électricité. C'est ça qui nous intéresse. Vous êtes, je ne l'ai pas encore dit, directeur de recherche au CNRS dans le domaine de la chimie des matériaux. Donc, comment un chercheur devient entrepreneur, comme vous l'êtes devenu? À quel moment vous vous êtes dit il faut que je crée une entreprise? Alors peut-être sur la genèse en fait de mes activités de recherche au CNRS, je cherche principalement à développer non pas uniquement des matériaux qui soient performants et éco-responsables, mais également des concepts complètement nouveaux. Donc, on a différents concepts qu'on a brevetés, que ce soit des batteries qui se rechargent à la lumière, des systèmes photovoltaïques qui convertissent de manière très performante l'énergie lumineuse à l'intérieur des bâtiments. Et puis, en effet, chez Crystal Energy, on s'est posé la question, enfin, en tout cas, antérieur à Crystal Energy, on s'est posé la question sur comment on pouvait utiliser l'énergie lumineuse qu'on ne voit pas. Et donc, ça, c'est la genèse, parce qu'il faut savoir que 50% de l'énergie qu'on reçoit du soleil, c'est ce qu'on voit, c'est l'arc-en-ciel, du bleu jusqu'au rouge, et 50%, c'est ce qu'on ne voit pas. Et que eh bien, tous les systèmes photovoltaïques qu'on voit actuellement sont tous des systèmes bleu foncé ou noir. Et moi, je me suis posé la question dès 2011 d'être capable de sélectionner les portions invisibles. Voilà, c'est ça la rupture technologique qu'on développe maintenant et qu'on industrialise chez Crystal Energy, faire un verre qui produit de l'électricité verte. Donc, dès le début, cette rupture technologique, elle devait trouver un débouché sur le marché pour vous? Oui, en effet, l'idée, c'est de dire que l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose d'extrêmement important. On le voit très bien dans l'intégration des énergies renouvelables sur tout son spectre, par exemple l'éolien. Et donc, d'être capable de pouvoir produire une électricité renouvelable sans qu'on puisse la voir, c'est une rupture conceptuelle, et deux, un impact aussi sociétal en vue de l'acceptabilité d'intégrer des systèmes qui puissent produire de l'électricité. Donc vous êtes passé de votre labo de recherche à la création d'entreprise. Est-ce que c'est une transition qui s'est opérée facilement? Alors je ne sais pas si c'est une transition qui s'opère facilement, mais elle s'est faite naturellement. La première des raisons, c'est que dans mon équipe au CNRS, comme je vous l'ai dit, on cherche à développer des nouveaux concepts. Et pour trouver des nouveaux concepts, on s'intéresse déjà à comprendre comment la matière fonctionne et donc faire de la recherche fondamentale. Donc ça, c'est le vrai moteur à l'innovation. Et puis ensuite, une fois qu'on a le concept, ma vision, elle est peut-être un petit peu différente que certains de mes collègues, c'est de développer quelque chose de complètement nouveau qui peut avoir une portée sociétale. Moi, j'essaye de la porter le plus loin possible. Et donc, à un moment donné, en effet, quand on avait développé des choses nouvelles et des technologies nouvelles, je me suis posé la question de comment sortir cette technologie du laboratoire ou bien de la société. Et donc, ça s'est fait complètement naturellement. La recherche, vous me direz si je me trompe, c'est un exercice collectif. C'est comme ça aussi que vous avez envisagé l'entrepreneuriat ?
C'est collectif à tout niveau. Je veux dire, la recherche fondamentale est collective puisqu'on est entouré de chercheurs brillants pour y arriver. Et puis, à un moment donné, quand on veut transférer la technologie, en effet, on a besoin non pas uniquement de la tête pensante de la technologie, mais on a besoin aussi d'avoir des ouvertures vers d'autres domaines, le produit, le marketing, la communication, et puis la partie, en effet, financement de la société. Et donc là aussi, c'est un vrai travail d'équipe. Et vous avez dû, j'imagine, vous entourer de profils qui vous étaient éloignés pour cette entreprise, des communicants, peut-être des gens plutôt dans le business? Alors, on n'est pas encore à l'étape de la communication, puisqu'on continue de développer certains procédés pour arriver sur des très grandes surfaces. Donc, on n'est pas à cette étape de communication, mais en effet, pour qu'une société ou une start-up puisse démarrer, il faut de l'argent. Et donc, la levée est un exercice. Et donc, pour pouvoir réussir à lever, on s'entoure en effet des éléments complémentaires et notamment les aspects business qui sont extrêmement importants. Chez Crystal Energy, on a cette chance de s'entourer de différents profils, soit en effet de personnes qui sont très ancrées dans les fonds et donc de business, soit des gens qui sont plus proches du produit et donc de personnes qui sont dans les sociétés qui vendent des menuiseries, par exemple. Alors la levée, ça suppose quand même de savoir vulgariser pour un chercheur, de pitcher même, on dirait. Alors pitcher, c'est un grand mot, mais oui, il faut avoir une petite sensibilité à la communication simple. Moi, je pars toujours du principe qu'un scientifique qui comprend très très bien et qui maîtrise son sujet et sa technologie est juste capable de la vulgariser. Ce que nous, on fait chez Crystal Energy, c'est simplement une plante verte avec de la chlorophylle, mais sauf que la chlorophylle est invisible. C'est bien pitché. Vous êtes entouré en tant que chercheur par des institutions. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez bénéficié de l'aide d'incubateurs, de pôles de compétitivité ? Alors, oui, il y a toujours un continuum. Les guichets de financement de la recherche publique sont des guichets bien établis, l'Agence nationale pour la recherche, la région de France qui est extrêmement active dans ce domaine-là, et puis la Commission européenne également. Ensuite, en effet, quand on veut sortir la technologie pour en faire un produit, on s'adresse plus tout à fait au même guichet. Et là, il y a d'autres guichets de financement et d'aide qui nous sont extrêmement utiles. Je rebondis encore une fois sur la région de France qui a en effet des leviers importants pour aller d'un petit objet vers quelque chose qui puisse être une preuve de concept. Mais ensuite, on va retrouver en effet la SAT-Nord ou les SAT au sens le plus général possible. Le CNRS joue aussi un rôle important dans ces programmes de prématuration technologique. Et enfin, bien entendu, la BPI France, qui est l'acteur incontournable en région. Donc, Crystal Energy, c'est ce qu'on appelle une deep tech, une start-up dans la deep tech. Est-ce que son échelle est forcément internationale, forcément mondiale ? Alors, chez Crystal Energy, on s'intéresse quand même à électrifier... alors ça, c'est un grand mot, mais en tout cas, donner une autre propriété au verre plat, qui est celui de produire de l'électricité. Donc, si on regarde un petit peu ce qui nous entoure du verre plat, on en a partout. Donc, on comprend très facilement en fait, la profondeur du marché à laquelle on s'attaque, avec une innovation de rupture, qui est celle de produire de l'électricité sans qu'on puisse l'avoir. Donc, en effet, on est une deep tech à portée régionale, à portée nationale, mais vraiment avec des segments de marché qui sont mondiaux. Je crois qu'après Crystal Energy, vous avez fondé une seconde start-up. Est-ce que ça vous a permis peut-être de ne pas reproduire certaines erreurs de vos débuts d'entrepreneur ? Alors, Crystal Energy, c'est la deuxième société qu'on a fondée. Donc, la première, c'est G-Light, que j'ai cofondée en 2019. Est-ce que le schéma est le même entre la société 1 et la société 2 ? Pas forcément, en fait. Chaque société a vraiment sa genèse complètement distincte. Je vais prendre un exemple tout simple. G-Light, on a bénéficié des fonds capital risque régionaux, en particulier un gros soutien de la part de Finovam. Dans la société Crystal Energy, on a fait un petit peu une première levée un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas basé sur les capitaux risques, on s'est basé sur des business angels qui avaient des profils extrêmement particuliers et très utiles pour pouvoir développer la technologie. Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans l'une que je n'ai pas reproduites dans l'autre ? Non, pas forcément. On a des visions un peu différentes parce que le business est très différent. Et puis, en effet, on est peut-être un petit peu plus vigilant sur les pactes d'associés, les statuts de la société lors de la deuxième expérience. Mais chaque expérience a été complètement différente.
Je reviens sur votre double casquette chercheur-entrepreneur. Est-ce que c'est facile justement de permuter entre ces casquettes? Est-ce qu'il y a des matins où vous vous réveillez entrepreneur et d'autres où vous restez chercheur? Non, il faut être un petit peu schizophrène, parfois, de compartimenter certains éléments de son cerveau. Mais moi, surtout, en fait, je suis désolé, mais ça me met la pêche, en fait. C'est de pouvoir, en effet, continuer mes travaux de recherche au CNRS pour pouvoir apporter soit un peu de maturité, pour continuer à travailler sur des choses extrêmement passionnantes d'un point de vue fondamental. Par exemple, je reviens sur un gros projet européen que j'ai obtenu récemment et qui vise à aller comprendre vraiment comment la matière fonctionne vraiment au tout premier processus. Puis de l'autre côté, c'est mener cette réflexion sur le produit. Le produit, c'est pas forcément la performance, même si c'est un critère, mais il y a d'autres critères intéressants et importants en tout cas pour les startups, puisque la finalité, c'est de vendre. Donc, le développement produit, c'est-à-dire de pouvoir équilibrer le coût de production, la faisabilité, la performance de la technologie, et puis l'éco-responsabilité qui est extrêmement important, en tout cas dans ma ligne de pensée, parce que si on s'attaque aux énergies renouvelables et qu'on utilise, par exemple, des métaux critiques ou des métaux lourds, moi, je vois pas le mariage. Le mariage, c'est d'être propre dans sa production et donc propre dans ses matériaux. Donc, recherche fondamentale, appliquée, technologie, non, ça c'est le chercheur-entrepreneur, c'est quelque chose qui m'éclate. Ouais. Les finalités sont différentes, mais les valeurs sont communes à ces deux rôles. Oui, parce que qui nous finance, in fine, c'est l'État, et qui finance l'État, ce sont nos impôts. Et donc, on fait de la recherche fondamentale pour faire avancer l'état de connaissances scientifiques. Ça parle peut-être un petit peu moins à la société. Mais par contre, de dire qu'en effet, ça nous a permis d'être un vrai moteur pour pouvoir regarder ce produit-là, on l'a développé grâce à ça. Là, ça parle à l'intégralité de la société. Et donc, c'est vrai qu'une fois j'aurais fini ma carrière, la plus grande des récompenses, c'est de dire aux enfants ou aux proches, regardez, ça c'est la recherche qu'on a menée chez nous. Est-ce que, d'après vous, dans les cercles des chercheurs, l'idée d'entrepreneuriat est assez partagée selon vous ? Ça s'améliore, il faut être extrêmement honnête, ça s'améliore. Mais après, il ne faut pas non plus aller dans le biais que le chercheur doit obligatoirement, à un moment donné, passer dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de domaines scientifiques pour lesquels ce pont n'existe pas. Donc, il faut quand même garder cet équilibre entre les deux. Et puis ensuite, nous, ce qu'on a comme liberté, notamment grâce à la loi Pacte, c'est d'être capable de faire ce pont. Donc, bien entendu, charge aux chercheurs et à sa propre vision et à sa philosophie d'utiliser ce pont ou de ne pas l'utiliser. Moi, je trouve que ça m'a fait grandir et puis intellectuellement, ça me motive d'avoir d'autres éléments de langage avec d'autres personnes. Et c'est vrai que c'est quelque chose... une opportunité que moi j'ai saisie. Pour terminer, Frédéric, j'ai envie de vous interroger sur les projets actuels de Crystal Energy. Quelles sont les étapes à venir ? On prototype. Donc, vous savez, passer d'une preuve de concept en laboratoire, d'un petit verre de quelques centimètres carrés, qui est transparent, qui est incolore, qui produit l'électricité, c'est ça qui nous a permis de faire démarrer Crystal Energy. Bien entendu, on l'a breveté, on est complètement sécurisé au niveau de la technologie. Là, les grandes étapes, c'est d'être capable de faire centimètre carré vers le mètre carré. Ça, d'un point de vue des procédés, c'est compliqué, donc on travaille là-dessus et on avance même d'ailleurs extrêmement bien sur le vrai vitrage électrogène. Et puis ensuite, il y aura un certain nombre de choses qu'on doit décliner, augmenter la performance, évaluer, on parle beaucoup de la production électrique, mais je suis complètement convaincu qu'il y a d'autres propriétés sous-jacentes à la technologie, le confort thermique, le confort acoustique, mais surtout la partie thermique. Et donc, il va falloir qu'on évalue cette partie-là, balance électricité, thermique et acoustique. Voilà, c'est les grands enjeux, prototyper, et puis ensuite montrer la technologie à l'extérieur du laboratoire, mais à l'extérieur aussi de la société. Et donc ça fait partie de l'ambition technologique sur le plan de développement dans les 2-3 prochaines années. Et puis ensuite, on a besoin d'argent. Donc on est à peu près sécurisé encore pour un an et demi, mais on commence bien entendu à structurer notre business plan. Le business model est parfaitement sur les rails, mais
Donc, en effet, aller solliciter les fonds régionaux, les fonds français, c'est ce qu'on souhaite principalement pour qu'on puisse réussir dans notre plan de développement et d'aller jusqu'à l'intégration du verre électrogène dans des bâtiments ou des maisons témoins ou dans des balustrades, dans le mobilier urbain. Voilà. Souhaitons-le et souhaitons à Cristal Energy bonne chance et bonne réussite. Merci beaucoup, Frédéric Sauvage. Merci à vous. Faisons le point sur nos atouts dans les Hauts-de-France, parce qu'on a de quoi être fier et de quoi être ambitieux. Les centres de recherche d'excellence, l'Université de Lille, 3e université de France, 66 labos. Les points forts, biologie, santé, chimie, matériaux. Le CHRU de Lille, 3e centre hospitalier universitaire français. L'Institut Pasteur, référence mondiale en infectiologie. L'IMT Nord-Europe, expertise, énergie, environnement numérique, centre de recherche en plasturgie, unique en Europe. Le CEA Tech, antenne régionale du commissariat à l'énergie atomique, sa spécialité la microélectronique, le photonique, l'hydrogène, plateforme de 2000 m² dédiée au transfert technologique. Les pôles de compétitivité, Eurasanté, premier parc d'activité santé en Europe, 170 entreprises, 3000 chercheurs, biotech, medtech, e-santé, nutrition. Team 2, pôle énergie et économie circulaire, avec un focus sur l'hydrogène, le solaire, l'éolien, le stockage. 100 projets R&D financés. Uptex, textile innovant et matériaux souples, leader européen des textiles techniques, applications dans la santé, le transport, la protection. Rocket, de l'amidon aux protéines végétales, 7 milliards de chiffre d'affaires, leader mondial, avec 500 chercheurs, 300 brevets par an. Genfit, biotech né à Lille, traitement des maladies du foie, valorisation 500 millions d'euros. Carbios, recyclage enzymatique des plastiques, innovation de rupture mondiale, partenariat avec L'Oréal et Nestlé. Tikal, intelligence artificielle pour l'industrie, né à l'INRIA à Lille, racheté par un groupe américain. Au niveau régional, le fonds SRI, 50 millions d'euros pour l'innovation, l'aide à la maturation jusqu'à 200 000 euros, le prêt croissance jusqu'à 2 millions d'euros. Au niveau national maintenant, BPI France Deep Tech, 2,5 milliards d'euros, France 2030, 54 milliards, Crédit Impôt Recherche, 30% des dépenses R&D. Au niveau européen, l'EIC Accelerator, jusqu'à 15 millions d'euros, Horizon Europe, 95 milliards, et Invest EU, 372 milliards. Le financement en capital risque. Paris concentre 85% des levées. Les Hauts-de-France, 3% seulement. Il faut créer des fonds régionaux Deep Tech. Le passage à l'échelle industrielle. On sait faire du prototype, moins de la production de masse. Besoin de plateformes de scale-up. L'attraction des talents. Nos chercheurs partent à Paris, Londres, Boston. Comment les retenir ou les faire revenir? La culture entrepreneuriale. Dans nos labos, entreprendre reste l'exception. La réindustrialisation, le Made in France revient. La Deep Tech peut relocaliser la production. Les Hauts-de-France ont toujours été une terre d'industrie. La transition énergétique, Dunkerque, futur hub hydrogène européen. Nos centrales nucléaires, atout pour la décarbonation. L'éolien offshore, marché de 50 milliards. La santé de demain, vieillissement, maladies chroniques, pandémie. Lille, capitale européenne de la santé, un marché de 1000 milliards mondial. L'économie circulaire. Nos industries cherchent à se transformer. La Deep Tech apporte les solutions, recyclage, dépollution, nouveaux matériaux. Alors résumons ce voyage au cœur de la Deep Tech. Avec Audrey Giros, on a compris le rôle crucial de la SAT, cette machine à transformer les brevets en business, qui investit là où personne n'ose, qui accompagne quand c'est le plus dur. Avec Frédéric Sauvage, on a vécu le parcours du chercheur-entrepreneur. Ses doutes, ses galères, mais aussi l'excitation de voir sa recherche changer le monde, de créer des emplois, de la valeur, de l'impact. Les messages clés à retenir. Message 1, la Deep Tech, c'est l'avenir. Pas l'appli qui fait un buzz pendant 6 mois, mais l'innovation qui transforme pour 50 ans. Santé, énergie, climat, les vrais défis sont là. Message 2, on a tout pour réussir. Les cerveaux, les labos, les financements. Il manque juste l'audace, celle d'oser, de se lancer, d'y croire. Message 3, c'est maintenant ou jamais. La Chine investit 500 milliards dans la Deep Tech. Les États-Unis créent des fonds de 50 milliards. L'Europe se réveille enfin. Les Hauts-de-France doivent prendre leur part. Alors pour les chercheurs, identifiez le potentiel marché de vos travaux, contactez la SAT-Nord à l'adresse qui s'affiche, participez au programme Deep Tech Founders, trouvez un cofondateur business. Pour les entrepreneurs, explorez les technologies disponibles au transfert, visitez les plateformes technologiques régionales, candidatez aux incubateurs Deep Tech, constituez une équipe mixte,
recherche business. Pour les investisseurs, formez-vous aux spécificités Deep Tech. Connectez-vous aux SAT et aux incubateurs. Pensez à long terme, entre 10 et 15 ans. Diversifiez sur plusieurs projets. Pour aller plus loin, quelques structures d'accompagnement. La SAT Nord, Eurasanté, l'incubateur de Centrale Lille, le Village by CA. Pour les financements, BPI France, iLab, EIC, le réseau Entreprendre Nord. Pour les formations, Deep Tech Founders par HEC et l'X, Pépite Lille, des étudiants entrepreneurs, le MOOC de la recherche à l'innovation, le programme Lab to Market de la SAT. À tous les chercheurs qui nous écoutent, votre découverte peut changer le monde, mais seulement si elle sort du labo. À tous les entrepreneurs qui hésitent, la Deep Tech, c'est dur, c'est long, c'est risqué, mais c'est là que se créent les vrais champions. À tous les investisseurs qui calculent, oui, le ROI prend du temps, mais les multiples sont incomparables. À notre écosystème régional, arrêtons de complexer face à Paris, on a tout ce qu'il faut ici. La Deep Tech, ce n'est pas qu'une affaire de technologie, c'est une affaire de courage. Celui de transformer la science en impact, de faire le pont entre deux mondes, de croire qu'on peut changer les choses. Cristal Energy a commencé dans un labo lillois. Aujourd'hui, ils sont en passe de révolutionner l'énergie solaire. Demain, ils seront peut-être leader mondial. La prochaine success story, c'est peut-être vous. Dans votre labo, vous avez peut-être la solution. La solution au changement climatique, aux maladies incurables, à la crise énergétique. Ne la gardez pas pour vous. Le monde en a besoin. Les Hauts-de-France peuvent vous aider. On a les structures, on a les financements, on a les compétences. Il ne manque que vous. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Alan Kay l'a dit, la Deep Tech le fait. Alors rejoignez le mouvement, transformez votre science en start-up, changez le monde depuis les Hauts-de-France. Merci de nous avoir suivis, partagez cet épisode avec les chercheurs de votre entourage, abonnez-vous pour ne rien rater et à très vite pour de nouveaux épisodes.